Bonjour, bonsoir. Cette semaine, on a joué à Fallout et on va en parler immédiatement. Dans cette émission, nous allons parler de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Aujourd'hui, on a donc joué à Fallout, écrit par Andrew Fisher et Nathan Hayek, sorti en 2017 chez Fantasy Flight Games. Pour en parler ce soir, je suis avec Xenopath, salut. Bonjour Max. Et donc, avant qu'on passe directement dans le vif du sujet pour lire le dos de la boîte, j'aimerais avoir ton petit sentiment sur notre partie. Sur notre partie directement ? Directement sur la partie. Moi j'ai bien aimé notre partie. On aura l'occasion d'en parler, mais elle a été un peu longue. Mais je trouvais qu'on était dans une bonne ambiance post-apocalyptique. Ouais, c'est carrément le but. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter Fallout, parce que c'est effectivement directement l'adaptation du jeu vidéo. C'est même sous licence Bethesda, il me semble. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça aussi un peu long. Non, on pourra en revenir dessus. On va revenir dessus, mais en deux mots, effectivement, c'était pas trop mal, on va dire. Ouais, c'était bien. C'était pas trop mal. Ouais. Donc, le dos de la boîte lui-même. Les terres désolées recèlent de nombreux dangers. Les ressources y sont rares, les magouilles abondantes et l'ennemi guette chacun de vos pas. Dans Fallout, le jeu de plateau, vos actions peuvent entraîner de terribles conséquences. Les quêtes que vous accomplirez influeront sur le déroulement de votre aventure et les choix que vous effectuerez lors de rencontres fortuites détermineront la façon dont vous serez considéré par la populace. Allez-vous soutenir le réseau du rail ou aider l'Institut ? La confrérie de l'acier va-t-elle s'imposer sur l'enclave ? Parviendrez-vous à percer les secrets de la brique 84 ? Réunissez quelques amis, devenez spécial et exercez votre influence sur les terres désolées dans Fallout, le jeu de plateau. Bon, alors, je suis pas sûr. Mal. C'est pas mal. Après, je suis pas sûr que ça décrive vraiment le jeu. En termes de mécanique, pas du tout. C'est-à-dire que ouais, on sait pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, peut-être qu'il faut qu'on commence par dire que c'est un jeu à scénario Ouais. et que les différentes propositions données par le dos de la boîte correspondent en fait aux différents scénarios possibles. Nous, on n'a eu qu'une de ces propositions, par exemple. C'est vrai, nous on a fait les esclavagistes contre les esclaves, tout simplement. Les esclaves contre les esclavagistes, Ouais, je exactement. crois que c'était ça le pitch. Et il y avait là, le fameux abri 84. Mais ça, je crois qu'il est dans chaque partie. Ah, Enfin, il me semble qu'il peut sortir dans chaque partie. ok. Disons que le dos de la boîte dit pas autre chose que ce que le jeu vidéo lui-même dirait. C'est vrai, J'ai l'impression. c'est vrai. Il dit rien du jeu de plateau lui-même. Il dit rien du jeu de plateau lui-même. Il te dit pas comment ça se joue. Il te dit pas. Bah, nous, on va essayer d'en dire un peu plus. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est vrai que juste avant même d'ouvrir la boîte là, je pourrais me dire, je sais pas si c'est coop. Je sais pas si c'est un jeu de rôle en fait. Si C'est vrai. on sait rien en fait. Oui, c'est On vrai. n'a aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Alors après, il y a les images, bien sûr. Hein. On voit des figues, on voit des hexagones, un peu des tuiles d'hexagones qui ont l'air de représenter des régions. Et puis, c'est vrai que c'est marqué en gros contient 5 figurines en plastique. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est difficile de... Mais je te rejoins, c'est ça pourrait tout à fait être le dos de la boîte de l'époque où les jeux vidéo se vendaient encore En boîte. en boîte. Ouais. Ça pourrait être le dos de la boîte du jeu vidéo, il dirait exactement le même texte. Et on ne saurait pas non plus sur le gameplay du jeu et sur ce genre de choses. T'as raison. Donc c'est assez intéressant. C'est que ça veut dire que le dos de la boîte insiste particulièrement sur l'univers choisi et l'ambiance, beaucoup plus que sur le gameplay. Ouais, et normalement, c'est pour nous plaire, ça. Normalement, Ça nous c'est plaît. plutôt pour nous plaire, tout à Mhm. fait. À voir maintenant si c'est pas plutôt une manière de dissimuler des défauts. Ça, on peut en parler après. Là, je fais une espèce d'avocat du diable pour dire, je sais pas si c'est le cas, tu vois. mais à voir parce que c'est vrai que c'est un dos de la boîte très. Pour le coup, il s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit de vendre l'univers. C'est-à-dire que vraiment le jeu là, il est rattaché à un univers de manière très précise. Mhm. C'est pas un jeu abstrait. Bon, on s'attendait à ça avec un jeu FFG, évidemment. C'est un jeu qui est rattaché directement à un univers. Et maintenant, à nous de voir si nous, est-ce qu'on a été plongé dans cet univers. Alors, pour se plonger dans l'univers, déjà, on ouvre la boîte, toujours. Hein, c'est toujours le truc qu'on fait en premier. Et du coup, on regarde le matos en premier.
Le matériel, c'est vraiment ultra classique. C'est des tuiles. Il n'y a rien de très surprenant. Des cartes, voilà. En termes de qualité, du coup, c'est difficile de dire grand-chose. Moi, je mettrais un petit mot quand même sur le design général. Par exemple, il y a les petites capsules, comme dans le jeu vidéo. J'adore. Oui, ça, c'est génial. Les petites capsules, ça, c'est super marrant. Ouais. Après, les tuiles des monstres, je trouve ça un peu quelconque. C'est très simple. C'est très simpliste. Les représentations du plateau lui-même, des régions, ça reprend un peu des artworks du jeu. Une petite remarque quand même sur le fait que les tuiles sont pas trop petites. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait ça crée quand même un plateau et un terrain, alors qu'ici il ne passe pas grand-chose, mais elles sont suffisamment grandes pour qu'on ait quand même une espèce d'environnement qui se développe devant nous. Et ça, je trouve intéressant quand même, que ce soit pas un plateau trop petit. Des fois, on a des tuiles comme ça, trop petites. C'est pas le cas ici, on a des tuiles assez grandes. C'est vrai, mais on pourrait y revenir plus tard sur la taille des zones qui sont quand même dessus. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient chargé, mais on en parlera peut-être après, pour le pendant la partie. Et puis les figurines, c'est les figurines qui représentent les joueurs. Ouais, exactement. Donc, c'est pas du tout les ennemis ou quoi que ce soit. Non, les ennemis sont des tuiles. Ouais. Et nous, les joueurs, on sort du lot en étant une grande figurine en plastique de qualité, on va dire, normale, moyenne. Un petit bon point, je pense, pour les petits boards privés. On a chacun un petit board pour mettre les lettres, justement, pour être spécial. Oui. Ça, c'est assez rigolo avec ta jauge de vie et de radiation. La fiche de personnage est assez chouette. C'est une fiche, c'est tout simple, mais je trouve que ça fonctionne. Ouais. Et puis la ligne graphique aussi, qui s'inscrit quand même dans un pseudo-truc un peu... projection années 80 du futur, comme ça un peu. Ouais, même années 50 du futur. Même années 50 du futur. Ouais, non, mais je dis la vision des années 80 du futur. Oui, ok. Le post-apo nucléaire. Mm-hmm. C'est assez années 80, comme ça, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. Le post-apo, on l'imagine curieusement différemment aujourd'hui. Ah, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant. Et l'ambiance visuelle est quand même assez réussie. Ouais, tout à fait. Je pense que ça nous... Disons que je suis assez neutre au moment de regarder le matériel, c'est ni dans... Enfin, ça va, c'est dans l'ambiance, mais je suis proche du jeu vidéo à ce moment-là. Ouais. Je retrouve ces éléments-là. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est probablement ce qui est voulu au départ. Certainement. C'est d'essayer de t'amener vers... regarde, les dés, par exemple, c'est pour représenter le SVAV, là, le système de visée du jeu vidéo. Et puis le special, c'est... le special, voilà, on a compris ce que... spécial, vous êtes quelqu'un de spécial. Exactement. Et ça reprend bien, la thématique, elle est là. La thématique, elle est là. Clairement pas aussi développée, puisque là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la partie elle-même. Clairement, donc on est un personnage... les personnages sont tous très typés, puisqu'ils ont chacun un objet de départ, on va dire. Et puis en fonction de qui tu es, c'est un peu différent. Moi, je jouais une survivante d'abri. Et donc mon objet de départ, c'est un démonte-pneu, tout va bien, ça va me permettre de buter des petites... Ça, dans le post-apo, le démonte-pneu, c'est génial. C'est super pratique. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment super pratique. Ouais. Mais on n'a pas tous la chance de commencer avec une arme, par exemple, ton personnage. Moi, je jouais la goule. Donc le mutant qui a passé trop de temps dans les radiations. Ce qui fait que je démarrais tout nu. Ouais, les goules, c'est souvent tout nu. J'ai rarement vu une goule avec un démonte-pneu, ouais. Donc malheureusement, j'étais une goule toute nue. Mais j'avais des avantages d'être une goule et des défauts, bien sûr, parce que je suis quand même une goule, donc c'est pas cool. Effectivement, ouais, j'adore ce gag. Effectivement, tu commences avec moins de points de vie, mais par contre, les radiations te soignent au lieu de... Voilà, exactement. Les radiations, normalement, dans le jeu, elles tuent. Enfin, elles peuvent te tuer, elles te blessent en tout cas. Et moi, en tant que ghoul, les radiations me soignent et ne peuvent pas me tuer. Donc ça, c'était assez drôle. C'est pour ça que j'ai pris ça d'ailleurs. Je trouvais que c'était marrant d'être une ghoul. Par contre, tu démarres, t'es une ghoul, donc tout le monde te déteste. Ouais. Ça me dérangeait pas. J'aime bien. Oui, il y a un aspect un petit peu qui représente ta vie privée. Donc je comprends que tu aies choisi ça. Du coup, dans l'ensemble, donc principalement en fait, il n'y a pas de fiche de perso très développée. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que c'est un jeu de rôle avec plein de stats dans tous les sens. Là, c'est pas du tout le cas. Non, il y a quelques caractéristiques de base. Il y a même pas de caractéristiques de base. Les caractéristiques de base, c'est les lettres du mot spécial qui déterminent les compétences que tu as en fait. Ouais, vaguement, ouais. Mais voilà. Ça n'a pas d'impact direct dans la partie. Non. Ça va juste te permettre de relancer des dés ou pas, en fait. C'est tout. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment très, très, très basique. Mais ça va très bien du coup, parce qu'au niveau de la mise en place, on peut assez vite commencer à jouer en fait. Ce qui te permet de commencer à jouer assez vite, ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Et du coup, on a affaire dans chaque scénario à une quête principale, en fait, on va dire,
qui est donc accessible à tous les joueurs. Tout le monde l'a fait en même temps en fait, et donc si un des joueurs avance un step de la quête, ça l'avance pour tout le monde en fait. Exactement. Voilà, donc ça c'est un peu le délire. Donc on pourrait croire du coup que c'est un jeu coop, mais pas du tout en fait. Alors non, il n'y a pas de volonté de coop. Par contre, il n'y a pas non plus de volonté de genre de PVP, où genre on va se taper dessus sauvagement, il me semble pas. Alors il me semble pas non plus, mais je me demande s'il n'y a pas un scénario qui permet ça, ou il y a peut-être des mécanismes de jeu qui En permettent tout ça. cas, dans le scénario qu'on a fait, nous, il n'y avait pas ce côté-là. Ouais, nous il n'y avait pas ça. Donc on pouvait être, par exemple, toi tu pouvais soutenir les esclavagistes et moi les esclaves, mais pour autant, donc, et nous embêter par ce biais-là, mais on pouvait pas nous-mêmes directement se pourrir. Ouais, on pouvait pas se pourrir directement. On pouvait se positionner d'une certaine façon pour que les ennemis aillent plutôt à droite, plutôt à gauche, mais Tout à fait. ça reste assez léger, quoi. Ça reste Ouais. assez léger. Ouais. Ou être le premier à aller choper tel trésor, quoi, vaguement. Ouais. Il y a vaguement cette idée-là. Mais voilà, donc ce système-là de quête, il est assez, enfin, il est assez sympa. Oui, et puis surtout si on reprend par rapport à l'idée dans l'ambiance du jeu vidéo dont on parlait au début, le système de quête dans les jeux vidéo, c'est plutôt quelque chose de connu. Puis même dans Fallout, les différents jeux vidéo, les quêtes, il y en a aussi. Et là, on retrouve vraiment ça, où on va croiser des PNJ qui vont nous donner de la quête, ou alors on suit la quête principale, ou pas. En fait, c'est même pas une obligation. Parce qu'en fait, le jeu se termine quand un certain nombre de points est atteint, et il y a plusieurs manières d'atteindre les points, en gros. La quête principale, c'en est un, connu de tous. Mais les quêtes secondaires, des fois d'ailleurs, on a été surpris par le nombre de points qu'offraient les quêtes secondaires. Mais c'est une autre option pour... la troisième option étant tuer des monstres, quoi. Ouais, alors on gagne des points effectivement avec les cartes d'influence là. C'est ça. Donc du coup, il y a un côté quand même assez aléatoire dans le sens où tu sais pas trop. En fait, tu choisis pas vraiment si tu vas Non. être affilié à l'une ou l'autre faction. Ouais. Si t'as pas de bol, tu pioches. C'est pas un vrai choix. C'est pas un choix du tout même. Et tu peux piocher des cartes en fait qui vont être en contradiction les unes avec les autres. Exactement. Moi, j'ai chopé... au tout début, on n'avait qu'une carte. Moi, j'avais qu'une carte. Oui, tout le monde n'a qu'une carte au début. Ouais. Et moi, j'avais la carte qui disait si vous êtes copain avec les flics, enfin les esclavagistes, vous marquez tant de points. Je trouvais assez sympa l'idée de la goule esclavagiste, où moi j'imaginais la goule en uniforme de flic. Je trouvais ça vachement Alors, bien. les esclavagistes sont pas forcément des policiers, Non, Patrice. non, je sais, mais sur le plateau, ils étaient représentés par un espèce de bouclier bleu. Oui. Ça faisait un peu, Oui, ça fait un signe de ça faisait un peu police, ouais. protect and serve comme Ouais, ça. tout à fait. Alors que les esclaves, c'était des étoiles rouges. Bah, tu vois, là, un peu dans ma tête, bouclier bleu, étoile rouge, voilà, on était. Ok. Du coup, j'avais l'impression que les esclavagistes étaient des flics. Et j'imaginais, moi je me suis dit, ah ouais, je vais aider les esclavagistes, je vais avoir une goule flic, en fait, ça va être trop bien. Et tout ça pour dire que la carte suivante, c'était si vous aidez les esclaves, vous marquez des points. Donc j'avais les esclavagistes et les esclaves en main. Donc pour revenir à ce que tu disais, pour moi, du coup, ça devenait un choix. Parce que Ouais, d'accord. je pouvais choisir lequel des deux. Mais en vrai, ce choix a été très vite terminé par la troisième carte qui est arrivée, qui était de nouveau les esclaves. Et là, pour le coup, ben, ça servait plus à rien d'aider la police. Bon, alors, il y a ce choix. Il y a aussi le fait que les quêtes, quand elles vont avancer, elles vont donc aider une ou l'autre faction. Chaque faction avance sur une track vers vers sa propre victoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on avait les esclavagistes, si je dis pas de bêtises, qui étaient un peu devant. Ah non, c'était l'inverse. Non, c'était les esclaves, pardon. C'était les esclaves qui étaient un peu devant. Du coup, ça pousse les joueurs en fait à choisir le camp des esclaves pour marquer des points avec eux, en fait. Donc c'est là où je dis aussi que c'est pas tout à fait un choix. Oui, c'est un choix induit par ce qui se passe. C'est en fonction de ce qui se passe en Tout à fait. fait, et ça va dépendre en fait des premières actions qui vont être faites. Et ces premières actions qui sont sur la quête principale, sur les cartes de quête, sont en fait dépendantes directement de où tu te situes. Est-ce qu'en fait tu peux faire facilement la première quête disait en gros il faut aller taper un monstre de tel type pour aider les esclavagistes, et sinon il fallait aller fouiller une ruine de tel type pour aider les esclaves. Du coup, en fonction de où tu te trouves sur le plateau à ce moment-là, ou comment le plateau est révélé, puisque les tuiles sont mises aléatoirement au début, tu vas tout simplement faire le choix le plus stratégique, le plus rapide. C'est ça. Et donc aider l'un ou l'autre, tu le fais pas vraiment par idéologie, je dirais. Tu le fais pas par idéologie. Moi, au début, j'avais très envie en fait, de garder l'idéologie, puis en fait, finalement, je suis devenu une goule esclave, qui aide les esclaves. Oui. Presque un stéréotype de goule, tu vois. Parmi toutes les goules se moquaient de moi. Toutes les goules, c'est toutes les mêmes. Ouais, voilà, exactement, toutes les mêmes, tu vois. Vraiment,
Je commençais à taper du flic et puis à aider les pauvres gens. C'est toujours Bon. pas des flics, hein, c'est des esclavagistes. Et du coup, là où je te rejoins, c'est que typiquement dans le jeu vidéo, on serait plutôt à essayer de dire tiens, aujourd'hui, je me fais une session, je vais aller aider telle faction. Puis on fait ce choix-là, on va aider la faction. Ça peut changer, mais a priori, on peut rester bloqué dessus. Là, c'est vrai que notre choix va plutôt dépendre de ce que le terrain nous propose. C'est pour ça aussi que je reviens sur le dos de la boîte qui parle il parle beaucoup des décisions qu'on prend. Parce qu'il y a des quêtes, les rencontres, elles proposent des choix. Tu peux décider d'entrer en force ou pas. Enfin, tu peux. Alors, c'est vrai que quand tu te balades en fait dans les terres dévastées, Ouais. tu vas les fouiller une ruine et puis là on va te dire tu trouves un cadavre, Voilà, qu'est-ce que mais tu- ça va être qu'est-ce- un piège, est-ce Qu'est-ce que que tu y tu vas ou fais? pas? Voilà, exactement. Et l'avantage d'être à deux, parce que donc je l'ai dit, ça peut se jouer aussi en solo, mais je vois pas trop l'intérêt parce que le truc un peu rigolo, c'est que tu pioches la carte pour l'autre joueur et Oui, lui oui. sait pas du tout quels sont les. Ouais, il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, Ouais. exactement. Donc ça c'est assez marrant parce Ouais. que tu vas te dire alors attends, je vais peut-être essayer d'envoyer mon allié faire ça ou Ouais. on verra bien ce que ça va donner. Et puis du coup, ce que j'ai trouvé un peu fun là-dedans, c'est que avec ce système de petits paquets de cartes qui se remélangent au fur et à mesure, c'est que par exemple, j'étais arrivé dans un marché et Ah puis oui. il y avait quelqu'un qui était là, j'ai une bombe. Malheureusement, je me suis dit je vais m'approcher pour voir. Et puis la bombe a pété. Ouais. Et du coup, j'ai été un peu mal vu par tout le monde parce que j'avais pas réussi À empêcher l'attentat. à empêcher l'attentat, Ouais. entre guillemets. Et en fait, c'est toi qui as eu les conséquences de ce problème-là plus tard. Ah oui, Raté. dans la carte qu'on rajoute. Dans la carte qu'on rajoute, en C'est fait. juste, tout à fait. En fait, n'importe quel joueur peut tomber dessus. Ouais, exactement. Et donc, Ah, c'est assez marrant. Donc en fait, à cause d'un rigolo qui s'est fait péter au milieu d'une place dans un village, Voilà. les gens ils détestent tout le monde, y compris les pauvres goules innocentes qui passent par là. Alors, innocent, tu l'étais peut-être pas forcément. Non, alors moi Parce que- je démarrais le jeu en tant que personne, genre c'était quoi? C'est pas détester le mot, Non, il y a un mot. je sais plus, mais c'est t'as ouais, des petites je- cornes de diable, là. T'es Ouais, un j'ai peu petite evil. conne- comme voilà, ça. je suis un peu genre personne ne m'aime. Donc de Infâme, base, je crois. Voilà, ouais. infâme, un truc comme ça. Toi tu l'es devenu très vite d'ailleurs, hein, je signale quand même. Non, pas tant que ça. En fait, je suis devenu à cause de cette histoire de bombe, justement. Oui, je dirais deuxième rencontre quoi. Ouais. Ah, mais c'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre. Je ne sais pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises rencontres. Tu sais. C'est avant tout des jets de dés. C'est avant tout des jets de dés. Alors justement, tiens, parlons-en. Les jets de dés. Alors ça, c'est un point que j'aime pas du tout. Je trouve que Les c'est... dés en général ou dans ce Non, jeu-là? dans ce jeu-là. C'est-à-dire, D'accord. il y a 3 dés, tu lances les 3 dés. Ouais. Et en fait, il y a très peu d'implication du joueur. Il y a les compétences, en fait, les lettres du mot spécial que tu possèdes qui permettent de relancer certains dés. Ouais. Il y a ça. Bon, Donc ça veut dire très vite quand même, quand quelqu'un il a beaucoup de lettres, il devient meilleur. mais tu te rends bien compte que par exemple, un monstre, donc tu dois le toucher à certains endroits, et donc les parties du corps apparaissent sur les dés. Oui, il y a des localisations. Ouais. Les localisations, merci. En fait, tu vas avoir un gros monstre, par exemple, il va falloir le toucher 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les 3 dés affichent le bon truc. Ouais. Il y en avait un très dur à toucher, il fallait toucher 3 fois à la tête. Par exemple. Ouais, Ouais. ouais. C'est juste une question de chance déjà. Oui. Alors que dans le jeu vidéo, par exemple, tu pourrais te dire, ben, moi, si je gagne suffisamment d'XP, au bout d'un moment, un écorcheur, je me le fais au petit-déj. Tu vois. Oui. Parce que dans ce jeu-là, c'est pas du tout le Non. cas. Non, Pas tu du prends, tout, du tu prends pas mal de dégâts d'ailleurs. Ouais. De part et d'autre, hein. Les monstres prennent pas mal de dégâts, Oui. Mais toi aussi en fait. Ouais, tu prends très vite, très cher. Ouais, c'est clair. on on est mort un certain nombre de On fois. est mort d'ailleurs. plusieurs fois chacun. Ça, c'est d'ailleurs l'aspect très jeu vidéo. Hein. Quand tu meurs, ça, tu c'est respawns Tu respawns au point de départ. avec tout ton équipement. T'as perdu en gros l'équipement Du on va sac, dire, quoi, jetable. en gros. Ouais, Ouais. t'as perdu ton sac. Voilà, Ouais. t'as perdu ton sac. Ça, c'est vrai que. Alors, je comprends bien l'idée et c'est vrai que c'est une référence directe aux jeux vidéo. Ouais. Par contre, pour ce qui est de l'aventure épique à vivre sur un jeu, par rapport à ce que dit la boîte, tu vois un peu où un peu elle engage un peu la personne comme ça un peu dans tes décisions et tout. Le fait de respawn à un moment donné, c'était même devenu une tactique de respawn parce qu'en fait, il y a moi par exemple, si on parle de ce qui nous a déplu dans le gameplay, moi j'aime pas la manière dont se déplacent les monstres. Ouais. Les monstres vont toujours vers le joueur le plus proche. Ouais. Où qu'il soit sur le plateau. C'est le plus proche. Même si que ce soit 8 cases plus proche ou une case plus proche. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, ça fait à un moment donné un espèce de truc où les monstres, tu peux carrément les attirer dans un coin, mourir, respawn, et puis du coup, c'est ton adversaire qui va se retrouver avec le tas de monstres que tu as amassé à un endroit. Alors peut-être que ça aussi, c'est très jeu vidéo, mais dans un jeu de plateau, en fait, pour moi, il y a plein de mécaniques différentes à mettre en place pour déplacer des monstres.
Il n'y a pas besoin de... Alors, ça génère plein de problèmes en fait. Deux problèmes principaux selon moi, c'est déjà le plateau il est quand même assez grand, ça représente, Ouais. t'as une ville à plusieurs kilomètres, t'as un campement, il y a vraiment, c'est les terres dévastées quoi, c'est immense. Et en fait, tous les tours, tu peux avoir un monstre qui habite littéralement à 60 bornes, qui en fait t'a reniflé et vient te chercher. C'est ça. Donc ça c'est très bizarre. Et le deuxième point négatif, c'est que les zones, comme je disais dans l'intro, sont relativement petites et au bout d'un moment, il y a une pile de monstres entassés sur chaque case en fait, Oui. et puis ils bougent comme ça en fait Tous ensemble. tous ensemble. Alors que tu as un mutant, une grosse abeille et puis Ouais, un ouais. monstre. Et ça, c'est pas même dans les jeux vidéo, ça se fait pas tellement quoi. T'as Non. pas des hordes de monstres très différents comme ça qui. Le point le plus frappant pour moi, c'est que tu sais, il y a ces tuiles qu'on doit explorer dans le jeu. Oui. Ça, c'est plutôt cool. Ça, Oui. c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux. Ce qui fait que les tuiles sont retournées ou pas. Mhm. Quand elles sont retournées, quand tu as exploré, elles sont composées en général de 1, 2 ou 3 régions. Donc les monstres, quand ils se déplacent, ils vont devoir traverser ces différentes régions. Mais quand la tuile est encore non découverte, on considère que c'est une région. Et ça, je ne comprends pas en fait ce choix. Pour moi, les monstres qui sont au-delà des tuiles découvertes, ils ne devraient pas bouger. Parce que ça veut dire qu'ils vont plus vite quand tu n'as pas découvert la zone. Et si par exemple, tu as ton monstre qui est à 60 bornes, si tu n'es jamais allé là-bas dans la région, le monstre te saute beaucoup plus vite dessus Ouais. que si tu es allé visiter sa région. Ouais. Ce qui est complètement contre-intuitif en fait. Ah ouais, totalement. C'est vraiment... du coup, tu vas vite explorer pour que le monstre soit ralenti, alors qu'en fait, techniquement, tu es en train de te rapprocher de lui. Et ça, moi, ça m'a fait le truc à l'envers, un peu genre, waouh, pourquoi on ferait ça en fait? Ouais, tout à fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très dommage. Presque, ça pose... Je me suis même posé la question si on n'était pas en train de faire une erreur de règle, parce que je trouvais que c'était dommage, ce point-là. Ouais, c'est anti-immersif, ça, je suis d'accord. Complètement. Parce que dans un jeu vidéo, par exemple, Fallout ou un autre, tu vas jamais dans une zone, il n'y a pas le monstre de la zone que tu connais pas qui te saute dessus, quoi. Oui. Tu vois, Oui. tu vas aggro les monstres de ta zone, mais tu vas pas aggro les monstres. On dit ah t'es pas venu me voir, je vais te buter. Mhm. Oui, puis en plus, il y a tout ce truc avec des zones. Donc, il y a deux types de zones. Tu as les zones un peu safe du début, Les zones vertes, ouais. les zones vertes, puis après, tu as les zones rouges où normalement Ouais. il est censé y avoir les ennemis un peu plus forts. Ouais. Mais comme ils bougent. Mais comme de toute façon, ils bougent dans tous les sens, Ouais, ça va. ça change vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, c'est facilement modifiable parce qu'il suffit de faire un peu une règle maison qui dit au-delà de la zone découverte, les monstres ne bougent pas. Et Mm. puis tu peux compenser le truc, je pense. Ça sera Ouais. essayé même. Ouais. Ça sera essayé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport aux monstres, après, moi j'ai trouvé les monstres assez dangereux. Tu vois, dans la boîte, ils parlent que le monde est dangereux. Ils parlent du fait qu'il y a un truc Mm. très. Mm. Il y a des risques à explorer comme ça. Ça, moi je l'ai bien remarqué. On est mort dans des combats un peu contre une guêpe mutante, contre le gangster de trop. On sentait quand même qu'on pouvait vite crever en fait. Mm. Ça, j'ai trouvé pas mal. Bon, toi, après, tu as trouvé ton armure et là, tout d'un coup, tu crevais moins. Ouais, je crevais moins avec une armure. Mais disons que je me sens pas du tout en danger à aucun moment dans le jeu, parce que de toute façon, on respawn et tout va bien. Le seul truc qu'on a perdu éventuellement, c'est qu'on a perdu un peu de temps, parce que si on faisait une quête ou si on essayait d'accomplir un truc qui était loin du campement de base, Ça te ralentit, ouais. ça te ralentit, mais Ça te c'est ralentit. tout en fait. Il y a vraiment pas de. Ouais, non, il n'y a pas un enjeu. T'as jamais peur pour ton personnage. quoi. Non, t'as pas peur pour ton personnage, il y a un enjeu par rapport au temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que c'est une course au point. Et ça, c'est un truc dont ne parle pas la boîte, par exemple. Un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que la boîte, elle te vend le truc, elle te vend vraiment un univers, elle te vend une cohérence dans l'univers. Et on l'a dit depuis le début. On l'a dit que nous, on s'est senti immergé, on a senti qu'on était, ouais, j'étais la goule, je me déplaçais exprès, chaque fois que je découvrais une zone radioactive, j'étais trop content. Des fois, je courais tout nu dedans, comme ça, juste Ouais, pour me ouais, tu voulais soigner. faire des bains de Voilà, radiation. Des bains de Mm. radiation juste pour me soigner, j'étais trop content. Mm. Et j'étais vraiment content en tant que joueur. Et ça, c'était assez drôle. Tout d'un coup, j'avais le choix entre faire un détour par une zone radioactive ou courir tout droit vers mon objectif. Je faisais le détour par la zone radioactive, tu vois. Et ça j'aime bien. Pour moi, ça, c'est immersif. Mm. Là, on est dans ce que dit la boîte en disant, vous êtes dans l'univers et puis faites-vous plaisir. Et puis, en même temps, le système dont ne parle pas le dos de la boîte, c'est comment on gagne dans le jeu. Et on gagne en accumulant des points. Et c'est une course. C'est-à-dire que le premier à arriver au point, il a gagné. Y compris les factions mineures dont on a parlé. Elles peuvent aussi gagner avant nous et puis nous faire perdre. Ce qui fait qu'il ne faut pas trop les aider non plus. Et ça, par contre, le fait que ce soit un système de points, ça c'est contraire à l'esprit jeu vidéo et à l'esprit immersion dans l'univers pour moi. Ouais.
La course au point, c'est totalement un truc de jeu plateau. Ce qui est très bizarre, c'est qu'effectivement, dans un jeu centré sur la narration, on va dire, sur le fait de raconter quelque chose, je me serais attendu à une suite de quêtes. Et à un moment donné, il y a la quête de fin. Avec « vous avez gagné ». Voilà. Alors que là, la quête de fin, on peut la faire, mais elle dit simplement « Ah, bah, augmenter la réputation de cette faction ». Qui donc fait que cette faction gagne la partie. Si tu gagnes pas avant. Ouais. Ok. C'est un peu dommage, parce que du coup, en les aidant, en faisant la quête complète, je prends le risque de perdre. Et donc, en fait, à un moment donné, tu vas arrêter la quête principale, ce qu'on a fait d'ailleurs. Tu vas arrêter la quête principale parce que tu penses que ça va trop loin. Et puis, tu vas essayer de grappiller les points là où tu veux les grappiller. Et ça, alors, ok, dans le jeu vidéo, il y a du grind aussi. Les gens, ils font des trucs pour du loot. Alors, ok, peut-être ça, c'est très... Ouais, mais c'est pas du grind pour du loot, là, parce qu'on parle vraiment de comment gagner la partie, en fait. Et puis, gagner la partie, ça devrait être, pour moi, tout aussi narratif que le reste. Ça devrait pas juste être... Alors, il parle de points d'influence, pas de points de victoire, mais c'est vraiment la même chose. Oui. On est vraiment sur l'idée de, effectivement, accomplir tel truc pour avoir le droit de piocher une carte qui me donnera des points. C'est ça. C'est exactement comme dans beaucoup de films, en fait. C'est que ça démarre souvent très, très bien. Il y a une très bonne mise en place. Et moi, j'ai senti une très bonne mise en place. Pour moi, Fallout, l'univers, je ne suis pas un spécialiste de Fallout, mais post-apo nucléaire, ça m'attire, ça me donne envie. En plus, en ce moment, tu peux le jouer avec un vrai masque à gaz, donc tu es vraiment à fond dans le truc. Ah ouais, ça nous donne l'ambiance, ça c'est sûr. C'est ça, tu vois. Mais par contre, la fin du film est pas bonne, parce que ça se transforme ensuite en course au point, un peu à courir dans tous les sens. Et puis là, en fait, à ce moment-là, tout l'aspect narratif, les rencontres que tu fais, on en venait à dire, attends, elle me fait des points celle-là? Non, vas-y, c'est bon, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. C'est vrai que du coup, ça c'est un peu l'aspect négatif aussi dont on a parlé dans l'intro, c'est la longueur. C'est-à-dire que la dernière heure, on va dire, parce qu'on a joué 3 heures, je crois, 3h15. Ouais, ce qui est beaucoup à 2. Ce qui est quand même pas mal à 2. Ouais. On s'est retrouvé vraiment dans un truc où effectivement on voulait ralentir la quête pour pas que ça se termine trop vite, pour essayer de gagner en fait. Ouais, parce qu'en fait, en faisant la quête principale, on allait perdre. Exactement. Ouais. Donc on a ralenti. Et donc, on arrivait dans un stade où effectivement chaque action était est-ce que cette action me fait gagner ou enfin me fait piocher des cartes pour gagner des points ou pas. Et en fait, on s'en foutait complètement de savoir si c'était un tel qui avait disparu, si c'était vous avez retrouvé le bracelet de mon mari ou je sais pas quoi. Enfin, l'histoire, moi j'ai complètement oublié la fin, la dernière heure. Pas tout de suite, mais dans la dernière heure, en effet. Dans la dernière heure, on l'oublie. Moi, je me souviens, il y a eu quand même quelques moments assez intéressants. Disons-le quand même, très, très narratif pour le coup, quand on s'est retrouvé devant l'abri 84, que tu as découvert. Ah oui, j'ai découvert l'abri 84, mais je suis pas rentré. T'es pas rentré, moi j'ai voulu entrer, et puis en fait il y avait des gars, des salopards avec qui t'ont botté le cul d'ailleurs. Des salopards avec des shotguns. J'ai essayé de négocier. Ça, bon bah alors, spoiler, la goule est nulle en négociation. En négociation, ça s'est pas bien passé, ouais. Du coup, ils m'ont buté. Je suis revenu une autre fois, genre, allez les gars s'il vous plaît, je suis toujours pas rentré. Et puis il y a eu ce moment aussi où toi tu as trouvé dans un marché de village, le PNJ principal que tout le monde cherchait dans la quête. La fille esclave ou esclavagiste, je sais plus, échappée. Elle t'a croisé par hasard et puis tu as eu l'opportunité de la convaincre de t'accompagner. Et là, tu pouvais, a priori, accomplir une espèce de raccourci dans la quête principale. Et tu as complètement raté le jeu de négociation et elle a disparu à jamais. Elle a jamais, exactement. Il n'y a plus moyen de la retrouver nulle part. Et ça... La carte est détruite et puis tu sais, c'est un peu « Ah ok ». Et ça, d'un côté, ça m'a fait énormément rire. En gros, il a fait foirer la quête principale pour tout le monde. Alors, cet aspect-là de la quête principale, oui. On pouvait le faire autrement. Mais c'était génial parce que la carte dit vraiment, elle disparaît dans la foule et vous ne saurez plus la retrouver. Puis on se dit, ouais, ok, la carte, on la met où? On dit non. En fait, la carte, je crois qu'elle va sous le paquet. Donc... Oui, mais le paquet est tellement grand. Le paquet est tellement grand qu'il va falloir attendre 20 rencontres avant d'avoir une chance de la retrouver. Ce qui n'est pas possible. Ouais. Et c'était vraiment... Parce que normalement, quand on fait des rencontres en raccord avec l'histoire, on met les cartes en compte dans les premières cartes. Justement, ouais. Pour être sûr de tomber dessus. Et là, c'est vraiment, mettez là-dessous, bye bye, elle disparaît. En fait, on a vraiment senti la disparition du PNJ dans la foule. Ouais. À cause du fait que tu lui avais mal parlé. Alors, je lui avais pas complètement mal parlé, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai essayé d'être sympa. Effectivement, je pense qu'elle a pas aimé le fait que je brandisse un démonte-pneu comme ça aussi facilement. Ah, bah ouais, et je pense qu'à l'époque, c'était quand même, je m'attendais pas à la rencontrer aussi vite. J'étais pas si spécial à l'époque. À ce moment-là, t'étais pas quelqu'un de très spécial. Je suis devenu très spécial vers la fin. Vers la fin, t'étais beaucoup plus spécial que moi. Moi, il me manquait vraiment. Je faisais un grand travail sur moi-même pour devenir quelqu'un de beaucoup plus spécial, mais j'arrivais pas. Mais c'est vrai que ces moments-là narratifs, c'est quand même pour moi des petites perles, des vrais moments dans l'histoire. Tu vois, on peut le raconter même sans faire un jeu.
ça reste une narration intéressante. Enfin, voilà. Oui, on s'entend. On s'entend. C'était plus drôle sur place que maintenant qu'on le raconte. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même des bons moments dans le jeu. C'était plutôt des bons moments dans le jeu. Mais ces bons moments, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont tendance, avec le temps, avec les 3 heures, avec la course au point, où finalement c'est plus important de choper un point par-ci, un point par-là. Toi, tu commençais à faire des points en tuant les flics, non, ou les esclaves, je sais plus. Et puis en fait, ça devenait beaucoup plus important dans le jeu que les différentes petites rencontres qu'on pouvait faire dans les ruines ou dans les villes. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'en fait, ça atténue complètement au bout de 3 heures. Vas-y, abrège, dis-moi ce qui m'arrive, je m'en fous de l'histoire. Alors que tout ce que promet la boîte est lié à l'histoire. Et ça, je trouve dommage. Il y a souvent dans les jeux quelque chose dont on parle, c'est la courbe du fun. On en avait souvent parlé, Ouais. sur le fait que tu dois monter en fait en puissance dans l'amusement, en tout cas dans ce qui se passe pour être pris vraiment dans le jeu. Ouais. Et même s'il y a une phase de plateau en principe au milieu, il faut qu'il y ait une sorte comme dans un film, une sorte de cliffhanger ou de climax, un truc un peu important qui t'arrive pour justement que tu gardes un bon goût en fait du jeu juste après la partie et que ça te donne que ça te donne envie de rejouer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est même écrit dans certains bouquins d'auteurs de jeux, qui est super intéressant, mais celui-ci en fait, il rate cet exercice-là. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça fait juste une cloche et puis tu te retrouves à plus du tout être dans l'histoire. Et justement, ça va être ma question juste de la fin de partie, c'est est-ce que ça te donne envie de rejouer? Une fois qu'on a fini nos 3h30, est-ce que tu as eu envie de rejouer? Alors, avant de répondre à ça, je dirais quand même que c'est là où ils sont plutôt subtils avec le dos de la boîte. Parce que le dos de la boîte ne promet pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il ne te parle pas de ça. Il te parle que de l'immersion dans laquelle tu vas être lancé. En gros, le dos de la boîte ne décrit que le début. Ne décrit que le mouvement de base qui fait que tu vas vouloir entrer dans le truc. Et ça, on l'a ressenti à fond. Tu penses que le mec qui a écrit le dos de la boîte, en fait, il a joué que au début? Non, mais je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que... tu vois, c'est un peu comme dans le commerce. En gros, ce qui compte, c'est l'appel, le produit d'appel. Et puis après, balèque, quoi. Et c'est un peu ça que ça dit. Le pitch, il donne vraiment envie, mais le pitch te parle ni du game, ni de la fin, ni d'après. Il ne dit pas ça, alors qu'il y a des jeux qui sont un petit peu plus honnêtes sur ce qu'il faut faire et ce qu'on va faire après. Celui-ci, non. Et là-dessus, c'est assez subtil parce qu'en fait, on a vraiment ressenti ce qu'ils disent, mais malheureusement, nous, il nous manque l'après, puis on va l'écrire nous-mêmes maintenant. Oui. En disant, en effet, alors pour répondre à ta question, du coup, les 3h30, ça refroidit un peu. Surtout qu'on avait déjà joué à ce jeu au moment de sa sortie. Tu m'en avais parlé, il venait de sortir, je crois. Ouais, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, voilà, exactement. Bah oui, et en fait, pour illustrer mon propos, c'était la deuxième fois que je jouais à ce jeu. La première fois que j'avais joué, c'était avec toi il y a 3 ans. Et ça, je pense que ça dit pas mal de à quel point c'est gênant ou pas, cette fin un peu bâclée. Ouais, on n'avait pas fait le même scénario. Non, alors on n'avait pas fait le même scénario. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de faire un scénario différent. Et la réimmersion dans le scénario est géniale. Mais il y a vraiment un problème de rythme et de narration tout au long du scénario, je trouve. Et ça, la boîte, là-dessus, elle dit rien. Alors on pourrait dire qu'elle ment, par omission. Alors en fait, je dirais pas vraiment que la boîte, elle ment totalement. C'est-à-dire qu'elle t'indique que dans la boîte, tu vas aider le réseau du rail, tu vas aider tel et tel truc. Ne te précise pas que c'est différents scénarios. Mais par contre, en fait, là où c'est un peu mensonger, c'est que les scénarios, ils se ressemblent quand même vachement. Parce qu'à chaque fois, il y a 2 factions. Oui, c'est toujours 2 factions représentées par les 2 mêmes pions. Exactement. Mais qui symbolisent autre chose. Qui symbolisent juste autre chose. Que en fait, le plateau, il aura une forme différente, mais c'est toujours les mêmes zones. Donc l'histoire, l'abri 84, tu peux le retrouver pareil. C'est vrai qu'il n'y a pas plus de tuiles que le scénario. Non. Hein. Toutes les tuiles sont toujours utilisées. Exactement. Ouais, il y a certaines tuiles que tu mets ou pas, mais ça change absolument rien aux rencontres aléatoires que tu peux faire. Ouais. Et donc du coup, tu vas jouer toujours la même partie, mais on va dire que cette fois-ci on a mis les esclavagistes et puis dans l'autre fois on va mettre l'institut, tu vois. Donc c'est pas un vrai scénario. Il y a la quête principale, si tu veux, qui est différente dans la narration. Mais c'est là où ils auraient pu quand même, pour le coup, peut-être surfer là-dessus, parce que si la quête principale pour moi était justement le seul moyen du scénario pour ne pas faire la course au point, mais pour atteindre une victoire différente, à ce moment-là, ça aurait eu un intérêt de refaire tous les scénarios, juste pour voir c'est quoi l'histoire. Mais j'ai l'impression de ce que tu me dis, que si on prend chaque scénario,
on va se retrouver avec la quête de fin, ce sera toujours augmenter le niveau de telle faction pour qu'elle gagne. Oui, ça finit toujours de la même façon. Voilà, Ouais. alors ça c'est un peu triste du coup, parce que là en effet ça devient simplement un décor différent sur l'emballage, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc pour le coup, bof. Alors du coup pour la rejouabilité, moi ce qui me concerne, je veux bien en refaire une avec toi dans 3 ans. Je sais qu'il y a une extension qui est sortie qui s'appelle Nouvelle-Californie. Ouais. J'ai pas joué, on n'a pas testé, mais bon. Connaissant l'éditeur, on peut imaginer que ça rajoute des nouvelles choses Ouais, qui peuvent nous intéresser. probablement. Moi ça me donne pas spécialement envie de me la Non. procurer. Moi, je suis pas assez fan de l'univers pour me réjouir tellement de développer tout ça. Pour moi, il y a 2 réponses. Au niveau de la rejouabilité, comme toi, si j'y rejoue pas avant 3 ans, je crois pas que je le vivrai trop mal. Par contre, au niveau de l'exercice, et c'est ça qui m'intéresse là, au niveau de l'exercice par rapport au dos de la boîte, est-ce qu'on est dans quelque chose qui a réussi l'exercice ? C'est une bonne question. Oui, tout à fait. C'est celle que je te pose. Alors je dirais que oui et non. Explique. Ouais. C'est-à-dire que le dos de la boîte décrit très très bien la première heure de jeu. Exactement, ouais. Et en fait, malheureusement, ne parle ni de vraiment ce que tu vas faire dedans. On te dit juste, rentre dans l'histoire, il y a des quêtes, et tes décisions vont changer les choses. Bon, ce qui est un peu vrai. Ah, ça, on l'a pas dit, mais les décisions, en fait, changent assez peu de choses. Ça, alors, les embranchements des quêtes, c'est des quêtes à embranchement assez basiques, mais c'est vrai que la première fois que tu joues, si, tu as l'impression de changer des choses. Oui, parce que ça change autant qu'un scénario de l'œil noir, par exemple. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ou un livre dont vous êtes le héros, ça fait ce genre de changement. Oui, voilà, exactement. C'est un truc vraiment Ouais. à branche. Bon, pourquoi pas ? Ça peut fonctionner quand même. C'est Ouais. quand même un jeu de plateau, il peut pas non plus trop en demander, mais je trouve dans l'ensemble, pourquoi pas ? Par contre, c'est clair que ça rate parce que déjà il te parle pas du tout du gameplay et il te dit pas qu'en fait effectivement c'est une course au point, il te dit pas du tout que tu vas te faire chier en gros la dernière heure parce que tu risques de tourner en rond. Je suis pas sûr en fait que ça arrive à tous les coups, à part ça. Peut-être que nous ça nous est arrivé parce que la configuration était comme ça. Parce qu'on était 2. Parce qu'on était 2 peut-être, ça a changé fait. des choses. Donc typiquement quand on joue à 4, il faut moins de points de victoire pour gagner. Ouais. Donc peut-être que ça change des choses. Peut-être. Ça serait... Et puis aussi à 4, je pense que les monstres, du coup le trajet des monstres est le trajet des monstres est plus réparti. Il y a moins cette espèce d'amalgame de tas de monstres qui se font par endroits. Et ça c'est intéressant. À 4, peut-être que le sentiment serait différent. Mais nous on a joué à 2. Et à 2, la boîte, c'est vrai qu'elle se concentre trop sur le début et elle dit pas assez ce qui se passe après. Ce qui fait qu'on a un petit peu l'impression de s'être fait alpaguer comme ça dans la rue par un truc trop cool, et puis ensuite on peut plus repartir, quoi. Donc moi je dirais que l'exercice est quand même réussi, parce que l'alpagage il est fort, il est réussi l'alpagage, mais malgré tout ça cache un peu une menterie. Je dirais un dernier truc, c'est que si tu es fan de Fallout, tu vas quand même vraiment retrouver l'univers. Oui. Tu retrouves les monstres, tu retrouves vraiment l'humour aussi qu'il y a derrière. Oui, il y a un bon humour. Ouais. Il y a l'humour de Bethesda qui est là-dedans. Tu retrouves complètement cet univers-là. Donc si tu es fan, ça va quand même énormément te parler. Ouais. Nous qui ne sommes pas de grands fans du truc, moi j'aime bien Fallout, mais sans plus. Ouais. C'est clair que très vite ça va me passer à côté. Mais je pense qu'un vrai fan va complètement plonger dedans et va se dire putain, je vais le rejouer, c'est clair et net, parce que... Alors, pour résumer, on pourrait dire jouez-y si vous êtes fan et que vous êtes 4. Ouais, c'est pas très gentil pour le jeu, mais en gros, c'est un peu ça. Et voilà, bon, dans l'ensemble, on n'a pas passé un trop mauvais moment parce qu'on était ensemble. On a passé un bon moment, même. Moi, je me suis bien marré avec ma goule. Ma goule toute nue à courir dans les terres dévastées, moi, j'ai quand même bien aimé. Ouais, ça c'est vrai que c'était quand même pas mal. Mais on espère quand même que la prochaine fois, on fera quelque chose de beaucoup plus épique, beaucoup plus agréable. Ou en tout cas, disons, égal sur la durée. Quoi. Ouais, ou égal sur la durée. Exactement. Eh ben, en tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi, Max. C'est toujours un plaisir. Et puis, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, à nous mettre des 5 étoiles partout, ça nous fait vachement plaisir, nous donner des suggestions. Ou pas.
Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Dos de la boîte. À bientôt. À bientôt, merci.